C'est l'heure du grand journal. Manko Tahaou Sénégal se fissure, la coalition de l'opposition implosée par une querelle autour d'une tête de liste qui, de Khalifa Sall ou de Oumar Sarr, a le meilleur profil. RFM pose le débat. Veille d'élection de représentativité syndicale, Modi Guiro réplique après les attaques que la CNTS a subies relatives à la répartition de la subvention aux centrales syndicales. Le secrétaire général de la CNTS s'explique aussi sur la destination de l'argent reçu de l'État. Le lycée Seydi Ababakar Sy de Tivaouane porte le deuil après la mort de 2 de ses pensionnaires dans cet établissement où le drapeau est en berne. C'est toujours l'émoi. C'est l'affluence pour les inscriptions en vue du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Plus de 3000 personnes sont déjà consultées depuis le début des opérations. Les titres de l'actualité internationale. Sornana Tombay, c'est avec vous. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Crise socio-économique en Guinée-Bissau. Elle résulte de la situation politique compliquée qui prévaut dans le pays. La CEDEAO affiche ainsi son inquiétude. Le week-end déjà, des manifestants qui réclamaient le départ du président José Mario Vaz ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Au Maroc également, il y a eu des mouvements de protestation dans le nord à Al-Hoceima précisément. Les leaders de la contestation ont finalement été appréhendés par la police. D'autres villes du pays ont manifesté leur soutien à l'endroit des jeunes d'Al-Hoceima qui dénoncent la corruption et le chômage. Développement de tous ces titres dans quelques instants. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Les titres sport. Afro-basket féminin, la Fédération sénégalaise de basket affiche ses ambitions pour Momoko 2017. L'instance dirigeante du basket sénégalais est déjà à pied d'œuvre pour mettre les Lions dans les meilleures conditions de préparation. Football, Guédiawaye Football Club demande officiellement à la Ligue professionnelle de vider le dossier de la 6e journée devant opposer le Casa Sport à l'équipe de Guédiawaye. Jamil Faye, président du club de la banlieue, estime que le droit doit être dit pour ne pas fausser le jeu avant la fin de la compétition. Point de vue sur la situation à Manko Tahaou Sénégal. C'est vers 12h30 pour le débat du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Impossible entente sur le choix de la tête de liste nationale de Manko Tahaou Sénégal. La coalition de l'opposition est totalement divisée sur la question. Certains leaders sont favorables à Khalifa Ababakar Sall de Initiative 2017, d'autres à Oumar Sarr du PDS. Alors, à 2 analystes, nous avons demandé quel est le meilleur candidat. Voici les réponses dans ce dossier de Mohamed Ali Mouba. Oumar Sarr, Khalifa Sall, tous les deux veulent jouer leur va-tout. Ce n'est là que justice puisque tous les deux ont des cartes à abattre. C'est le verdict du docteur en communication Momar Thiam. La représentativité de tout un chacun, notamment Oumar Sarr avec ses partenaires et les partisans de Khalifa Sall. Parce qu'au fait, chaque parti, si je puis m'exprimer ainsi, veut se jauger, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui représente au niveau de l'opinion à travers ces élections législatives à venir. Se jauger d'autant que tous les deux ont des bases électorales fidèles, mais chacun a aussi ses forces et ses faiblesses. Momar Seynigaï est journaliste. Au niveau de Dakar, je dis bien au niveau de Dakar, Khalifa bénéficie d'une cote d'estime qui est extrêmement élevée. Il a déjà gagné plusieurs fois la capitale et il a une base électorale, une base affective assez forte. De ce point de vue-là, si effectivement c'était pour la tête de liste de Dakar, le Khalifa aurait eu un profil idéal. Sur le plan national, ça allait moins. Maintenant, Oumar Sarr a la légitimité parce que son parti est probablement la formation politique de l'opposition la plus importante démographiquement et qui, au niveau de la représentation parlementaire, a plus de députés. Il se trouve effectivement que le PDS n'est plus le PDS, elle a éclaté à pratiquement une dizaine de formations politiques, une sorte de galaxie libérale dans laquelle le PDS garde toujours une certaine majorité, mais n'est plus seul, comme on pouvait l'imaginer. Quid alors de la personnalité des deux protagonistes? Khalifa Sall bénéficie là d'un léger avantage. Momar Thiam. Si Khalifa Sall est tête de liste de sa coalition ou d'une coalition éventuelle, effectivement, Khalifa Sall n'est pas n'importe qui, c'est le maire de Dakar, et quelque part, il est un tout petit peu celui qui détient l'agenda politico-médiatique en ce moment parce qu'il est incarcéré. Oumar Sarr étant à la tête du PDS et quelquefois contesté, on peut à juste titre dire que
peut-être même au sein de cette coalition, certains y verraient de mauvais œil qu'ils dirigent cette coalition-là ou à la limite qu'ils sont à la tête de cette coalition. Momar Seyni Ndiaye, presque sur la même longueur d'onde. Au plan victimaire, parce que simplement on estime, en tout cas ces électeurs estiment qu'il est victime d'un acharnement politico-judiciaire, Oumar Sarr a la véritable légitimité politique, mais on estime effectivement d'une manière générale que ses capacités communicationnelles et son charisme étant assez limités, il ne peut pas porter la voix de la liste. En tout cas, Oumar Sarr et Khalifa Sall, chacun en ce qui le concerne, se prévaut d'une légitimité suffisante pour diriger Manko. Ce qui se joue en coulisses au-delà des législatives, c'est surtout la présidentielle 2019. Chaque coalition veut se jauger avant le jour J, avoir une idée de sa force de frappe. Le cas échéant, se réajuster. Mohamed Ali Mouba, cet après-midi, une rencontre des leaders de Manko est annoncée. Elle devrait être certainement la rencontre de la dernière chance. Pendant ce temps, le président du parti, les démocrates réformateurs Yessal, fera face à la presse à 16h. Modou Diagne Fada devrait annoncer officiellement sa décision de faire cavalier seul pour les législatives. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le secrétaire général de la CNTS répond aux attaques sur la répartition de la subvention de 300 millions de francs CFA alloués par l'État aux centrales syndicales pour l'année 2015. Modi Guiro précise que la CNTS a reçu la plus grosse part, 115 millions de francs CFA, parce qu'elle est la centrale la plus représentative. Il s'explique aussi sur la destination de cet argent. Nous l'écoutons au téléphone d'El-Haj Ndiogoudienne. Cette subvention, c'est la subvention de l'État qui a été attribuée aux organisations les plus représentatives. J'ai été la seule organisation à dire publiquement ce qui s'est passé et comment notre organisation a reçu et comment nous utilisons cet argent, et les autres n'en parlent pas. C'est le problème. Deuxièmement, je pense que nous avons eu sur ces 300 millions dont la répartition a été faite sur la base, à la demande des autres centrales syndicales les plus représentatives, l'UNSAS, la CSA, l'UDTS, la CSA et la CNTS-FC, demander que les 60%, n'est-ce pas, soient répartis proportionnellement à la représentativité de chaque organisation, et les 40% ont été répartis sur une base de solidarité à part égale. Alors que nous, notre position, c'est de dire qu'en fait, dès l'instant que nous mettons en avant le critère de représentativité, cette subvention doit être répartie proportionnellement au poids de chaque organisation. Mais puisque c'était la première, opération, c'est la subvention de 2015 qui a été donnée. En 2016, il n'y a pas eu de subvention. En 2017, il n'y a pas eu de subvention. Donc, c'était la première subvention et c'est la moitié de la subvention de 600 millions qui a été donnée. Maintenant, que les autres disent que nous avons été privilégiés par rapport à d'autres. C'est leurs arguments. Ça ne nous dérange absolument pas. Ces 115 millions, j'ai dit que la majorité de cet argent pour notre organisation sera utilisée pour l'éducation et la formation de nos militants et de nos militantes. Voilà. Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS, élection de représentativité syndicale à Richatol. La bataille sera rude entre la CNTS de Modi Guiro, justement, qui dirige le collège des délégués de personnel, et les autres centrales comme la CSA et l'UNSAS. Elles seront départagées par 12 000 électeurs. Correspondance à Ousseynou Diagne. Dans le département de Tagada, ils sont 12 730 électeurs appelés aux urnes ce mardi pour désigner la centrale syndicale la plus représentative. Ils vont accomplir ce devoir dans 37 bureaux de vote, dont 16 installés dans l'enceinte de la compagnie sucrière sénégalaise. À la CSS, l'une des plus grandes firmes du pays, pratiquement toutes les centrales ont des sections locales. Ici, la compétition sera rude, même si la CNTS de Modi Guiro, dirigée par Marie Samb, dit poker, est en pole position. Elle aura fort à faire avec des concurrents qui lorgnent son fauteuil, un fauteuil sur lequel elle est installée depuis les élections des délégués du personnel passées. Néanmoins, tous les leaders syndicaux souhaitent un scrutin calme, régulier et transparent. C'est le même sentiment au niveau de l'administration territoriale en charge de l'organisation. D'ailleurs, le préfet du département a présidé une session de formation à l'intention des 111 membres des bureaux de vote, occasion saisie par le préfet Farisei pour annoncer que le matériel électoral sera acheminé dans tous les lieux de vote ce lundi. Il sera
convoyés par les forces de l'ordre, a-t-il laissé entendre. Richard Toll, à l'Oussène, dernière FM. Les élections de représentativité syndicale auront lieu demain mardi. Le SAS affiche une réelle détermination dans sa lutte. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur va observer un nouveau mouvement de grève de 48 heures jeudi et vendredi prochain. Le SAS continue de rejeter les conclusions de la conférence sociale, conclusions relatives à la retraite. Voici à ce sujet son secrétaire général, Malik Fall, avec El Haj Ndjogoudien. Nous sommes en train de poursuivre notre plan d'action et cette semaine-ci, nous allons observer 48 heures également de grève les jeudi et vendredi prochains. Pour le moment, il n'y a pas encore de réaction officielle. Donc nous continuons à dérouler notre plan d'action. Nous sommes toujours dans notre plan d'action. Il y a d'autres actions qui vont être menées la semaine suivante. D'autres actions en dehors donc, des jours de grève qui seront observés. Nous allons également probablement donc organiser également d'autres manifestations. Je préfère rester un peu dans le général. Mais nous envisageons en tout cas d'organiser également donc d'autres manifestations. Tout à fait du FNL. Donc c'est toujours relativement donc à la question qui nous oppose au gouvernement sur la retraite donc au niveau du FNL, notamment en tout cas en ce qui concerne les enseignants du supérieur. Parce qu'il faut rappeler que nous étions en accord avec le gouvernement en mai 2016 et nous attendons toujours donc que cet accord soit tout simplement matérialisé. À Kaolack, les travailleurs du Crédit Mutuel ont arboré ce matin des brassards rouges pour dénoncer, disent-ils, la politisation de leur entreprise. Ils demandent par ailleurs la fin de l'administration provisoire et réclament leur prime de productivité. Ils pourraient déposer un préavis de grève si rien ne change. Le lycée Seydi Ababakar Sy de Tivaouane observe le deuil 4 jours après la mort par noyade de 2 de ses pensionnaires. L'établissement a mis en berne le drapeau national. Ici, c'est toujours les mois. C'est le constat fait par notre correspondant ce matin, Cheikh Anta Diop. 6 élèves de Tivaouane ont péri en mer à Mboro. 2 des victimes étaient des pensionnaires du lycée Seydi Ababakar Sy de Tivaouane. Et leurs corps ont été retrouvés. Effectivement, il s'agit de 2 de nos élèves. Un de la seconde LC, il s'appelle Mansour Diakhaté, et un autre de la seconde SF, qui s'appelle Khadim Sok. Un groupe d'élèves qui s'est arrangé au niveau de leur quartier ou bien quelque part pour aller en excursion. Ils sont partis en privé. Ils sont partis effectivement en privé. Dans ce lycée, le drapeau est mis en berne pour marquer le deuil. Oui, depuis l'événement, on observe un deuil. C'est l'émoi et la tristesse chez les professeurs et élèves. Idriss Sagnan, le censeur du lycée, se dit attristé par ce drame. Les élèves étaient en pleurs. Nous les avons calmés, mais quand même, c'est très dur. Nous l'avons vécu avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'émotion. Mais c'est le degré divin qui est là. Très peinée, cette jeune fille affirme que Khadim Sok était d'une grande intelligence et prenait toujours la première place lors des compositions. Je savais qu'il avait une moyenne de 13. Il était le premier du centre OBF. Le proviseur du lycée, Ahmadou Fall, en a profité pour appeler les élèves à la prudence. Inacceptable que des élèves aillent au niveau de la plage ou même le baignade est interdit. Moi, je me dis que vraiment, il y a une responsabilité que les parents doivent prendre et empêcher à leurs enfants d'aller au niveau de la plage pendant les vacances surtout. Parce qu'il y a d'autres activités qu'ils peuvent faire quand même. Parmi les 6 élèves noyés, 2 corps seulement ont été retrouvés. Mais les recherches se poursuivent pour mettre la main sur les autres corps. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Saint-Louis, plus de 300 enfants du quartier de Médina Marmiyal sont sans bulletin de naissance, alors qu'ils sont en âge d'aller à l'école. La situation est jugée inquiétante par le délégué de quartier et le comité d'action pour la protection des enfants qui ont saisi les autorités judiciaires pour régler le problème. Les causes de cet état sont en train d'être identifiées. Saint-Louis Mohamed Nabissila. Pas moins de 300 enfants de Médina Marmiyal ne sont pas déclarés à l'état civil. Un véritable problème dans le quartier, d'autant plus qu'il regorge de Dara avec des talibés venus. Ali Diaw, vice-président coalition des acteurs pour la protection des enfants. L'état civil est un véritable problème. Nous avons recensé plus de 300 enfants sans bulletin de naissance. Le délégué a fait des démarches au niveau du tribunal. Il a audience avec le président du tribunal pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour régler ces problèmes-là. À Médine, on constate beaucoup de Dara
où les marabouts viennent avec leurs talibés. Sans bulletin de naissance. Et Madiop Gueye, chargé de programme à Enda Jeunesse Action, d'indiquer qu'il travaille avec la CAP pour une solution définitive. Avec la CAP de Médina Marmial, on a eu à identifier plusieurs problèmes prioritaires. Parmi ces problèmes, effectivement, le problème de l'état civil en fait partie. Des causes ont été identifiées, des responsabilités ont été identifiées. La CAP de Médina Marmial a, au niveau de son plan d'action, avec l'accompagnement de Enda Jeunesse Action, identifié les acteurs, les gens qui peuvent influer au niveau des causes, et ils l'ont intégré au niveau de leur plan d'action. Le phénomène n'est pas propre à Médina Marmial, c'est pourquoi Enda Jeunesse Action va investir d'autres localités en prenant le problème par la racine. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. 300 enfants sont bulletins de naissance, donc les causes sont identifiées. Déjà, vous suivez le grand journal sur RFM. RFM 94.0, la radio en puissance. Le point sur les inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. 10 jours après le début des opérations, une affluence a été notée au Centre d'études de recherche et de formation islamique. Et depuis le 18 mai dernier, plus de 3000 personnes ont été consultées. En outre, un dispositif particulier a été mis en place pour réduire les cas de triche. Reportage Ousmane Gueye. Le grand hangar installé dans l'enceinte du Certi a été pris d'assaut depuis le lever du jour par les candidats au pèlerinage. Cette Saint-Louisienne, Sally, la cinquantaine, toute blanc vêtue, affiche une bonne mine. Elle a fait toute la procédure. C'est touchant. Aller au lieu saint de l'islam, visiter le mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, je l'ai toujours voulu. J'ai certes quitté Saint-Louis dans la nuit, mais cela en vaut vraiment le coup. Tout comme Sali, c'est la première fois qu'Abdelaziz se prépare à aller à la Mecque. Mais lui a moins de chance, il doit encore patienter. Les techniciens sont en train de s'affairer au niveau de l'interconnexion des ordinateurs. Et interconnexion, pourquoi faire? Interconnexion, il savait que le premier bureau où tu t'inscris, ici il y a interconnexion, donc le bureau suivant, votre fichier apparaît sur tous les services qui sont en amont. Et vous attendez depuis quand? Maintenant, j'attends depuis 2 heures. Un dispositif particulier a été mis au point par les organisateurs pour éviter les cas de triche. Abdelaziz Mbaye est le chargé de la communication de la commission. On a une ligne qui nous permet, quand on est inapte ici à Dakar, on a la traçabilité sur l'ensemble des machines des autres services. Donc on ne peut pas être malade ici à Dakar et être guéri à Tambacounda. On ne peut pas tricher. On fait tout pour amoindrir la tricherie. Depuis le démarrage des opérations le 18 mai dernier, plus de 3000 personnes ont été consultées. La dernière sortie de Salif Sadio pose le débat sur la longue gestion ou sur la gestion de la longue accalmie dans la crise casamançaise. Et d'après notre confrère Ibrahima Gassama, qui a interrogé le chef rebelle, il est temps que l'État établisse le pont entre le MFDC et les nouvelles autorités gambiennes pour faciliter la poursuite des négociations à Rome avec la communauté Saint-Egidio. Ibrahima Gassama est interrogé par Lamine Ba. Dans cet entretien que Salif Sadio nous a accordé et qu'il est toujours disposé à trouver une solution à ce vieux problème de la Casamance par la voie pacifique. Et je crois, pour ceux qui ont écouté l'entretien, vous l'avez entendu dire que sa main reste toujours tendue, qu'il n'a pas encore levé le cessez-le-feu unilatéral qu'il a lui-même décrété pour donner une chance à la paix, et que donc il est toujours dans la même dynamique, celle de poursuivre les négociations à Rome avec les autorités du gouvernement sénégalais. Si je peux me permettre en tout cas de donner un message à l'État, c'est de vraiment dépoussiérer ce dossier par rapport à la Gambie, puisque Yaya Jammeh est le chef de l'État du Sénégal. Selon Salif, leur faciliter les documents de voyage pour aller à Rome rencontrer les émissaires de l'État. Avec les nouvelles autorités, ce n'est pas encore le cas. Je suis pas au secret de l'État du Sénégal ni de l'État gambien, mais si tel est le cas, je pense que les autorités sénégalaises doivent se rapprocher des autorités gambiennes pour au plus vite reprendre les pourparlers qui pourront sauver cette situation, parce que au regard de ce qu'on a constaté sur le terrain, la tension est vive, même si peut-être elle ne permet pas de remettre en cause tous ces acquis, notamment la forte accalmie sur le terrain. RFM. L'actualité internationale.
Guinée-Bissau, la situation politique préoccupe fortement la CEDEAO. Et c'est parce que cette crise a un impact socio-économique que l'organisation sous-régionale a encore une fois appelé les différentes parties à dépasser cette étape, les citoyens étant directement concernés. Bissau Nouamankali. Dans un communiqué, l'organisation a appelé tous les acteurs politiques à mettre l'unité nationale au-dessus de tous les intérêts politiques. La CEDEAO a fait appel au président de la République José Mario Vaz et au président de l'Assemblée nationale populaire Cipriano Gassama à démontrer un grand patriotisme en se livrant à un dialogue ouvert avec l'objectif principal de résoudre la crise actuelle en Guinée-Bissau. La commission de la CEDEAO réitère que la seule façon de créer une stabilité durable dans le pays serait de se baser sur l'accord de Conakry et appelle tous les acteurs politiques en Guinée-Bissau à travailler pour mettre en œuvre les termes de l'accord de Conakry, celui sur le document. En conclusion, l'organisation a souligné qu'elle réaffirme son engagement à soutenir le peuple et le gouvernement de la Guinée-Bissau dans cette période difficile et va continuer de surveiller activement l'évolution de la situation politique dans le pays. L'opposition bissau-guinéenne qui regroupe le PAGC et ses alliés accuse le président de la République, José Mario Vaz, de la dérive dictatoriale suite à l'annonce qu'il a faite, soit disant qu'il n'a pas signé l'accord de Conakry et ne va pas démettre le gouvernement du Premier ministre Omar Sissoko Embalo si le Parlement n'a pas ouvert ses portes pour discuter afin de valider ou non son programme de gouvernance. Nouamankali à Bissau, et puis retenez que dans la capitale, des personnes qui marchaient pour réclamer la démission du président José Mario Vaz ont été dispersées par la police. La manifestation a été organisée par un mouvement considéré comme proche du PAIGC, pourtant parti au pouvoir, mais il exige depuis plusieurs mois le départ de José Mario Vaz avec qui il est en conflit. La police a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les quelques 2000 personnes qui étaient parties de l'aéroport pour arriver au palais présidentiel. 4 policiers ont été blessés. Au Burkina Faso, la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré vivement décriée. Depuis quelques mois déjà, des organisations de la société civile critiquent la façon de gérer du président. Elles ont donc décidé de mettre sur pied une coalition pour lutter contre la malgouvernance et ainsi coordonner leurs actions. Adjima Djigensamb. Course est terminée en français a vu le jour dimanche à Ouagadougou, coalition qui est née des cendres de l'esprit de l'insurrection populaire anti-Compaoré. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré est reproché de suivre les pas de son prédécesseur, le dictateur Blaise Compaoré. Depuis son arrivée au pouvoir, Roch Marc Christian Kaboré est vivement critiqué. En février dernier, l'opposition avait jugé chaotique la gestion de l'actuel chef de l'État pendant sa première année. En outre, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, avait appelé en 2016 le gouvernement à cesser d'être un pouvoir bureaucratique. La coalition Boribana regroupe pratiquement tous les mouvements et partis politiques qui, en 2014, avaient chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Adjima Djigensamb, nouvelle stagiaire à la RFM. En RD Sorna, les autorités veulent organiser la présidentielle cette année. Le Premier ministre Bruno Tshibala l'a fait savoir lors d'un entretien avec BBC. Le vote pourrait être organisé malgré le retard dans l'application de l'accord du 31 décembre dernier. Mais avant cela, plusieurs équations devront être résolues, notamment le rétablissement de la sécurité dans la province du Kasaï central afin que les populations puissent voter. Tshibala souhaite également le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. Maroc, après 3 nuits consécutives de manifestations, le leader des jeunes de Al-Hosseima a été arrêté. C'est cela, Nasser Zefzafi était recherché par les forces de l'ordre depuis vendredi dernier. Hier dimanche, près d'1 millier de personnes ont manifesté dans les rues d'Al-Hosseima. D'autres villes du pays ont aussi manifesté en signe de soutien. Anna Rocha. Nasser Zefzafi était sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis vendredi dernier. C'est le procureur du roi qui a ordonné son arrestation après que Nasser Zefzafi ait interrompu le prêche d'un imam qui appelait au calme. Selon Jeune Afrique, Nasser Zefzafi aurait alors accusé l'imam d'être à la solde du régime et d'utiliser la région du Rif à des fins politiques. À 39 ans, celui que l'on présente comme le leader de cette révolte est populaire grâce à des vidéos postées sur Facebook. Des
vidéos dans lesquelles il dénonce l'oppression dont est victime le RIF. Le week-end déjà, la police marocaine avait arrêté plus de 20 personnes, des membres du mouvement Irak né en octobre dernier, au lendemain de la mort tragique d'un marchand de poissons à Al-Hoceima. Mais Al-Hoceima n'est plus seul. Hier, dimanche, plusieurs villes du royaume ont organisé des rassemblements de solidarité. À Casablanca, les manifestants ont dénoncé des injustices sociales et des promesses non tenues. Mais il faut souligner que le Rif est une région frondeuse. Pas moins de 4 soulèvements, même à l'époque du protectorat. Les émeutes de 1984 avaient amené le roi Hassan II à exclure la région de tous les plans de développement du Maroc. Merci Anna Rocha et voilà Antoine, c'est tout. Merci Sorna Nata pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la situation à Manko Taha au Sénégal, cette grande coalition de l'opposition qui fait face à un problème de choix de tête de liste nationale. Nous allons voir tout cela avec deux professeurs, deux enseignants à l'université de Dakar et à l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Merci Antoine, bonjour à vous. Afrobasket, la fédération sénégalaise veut mettre les Lions dans les meilleures conditions de préparation. Pour garder le titre gagné il y a 2 ans, la fédération sénégalaise va donc mettre en place toutes les dispositions possibles et toutes les mesures possibles pour permettre à Moustapha Gueye, à Lions du Sénégal, de bien se préparer. Un nouveau plan sera donc validé après consultation entre le directeur technique national et l'entraîneur. Le ministère sera également mis à contribution afin que le Sénégal puisse aller à Bamako avec toutes les cartes en main pour défendre crânement son titre de champion d'Afrique. Maître Babacar Ndiaye de retour de Bamako avec RFM. Il n'y a pas de groupe facile à ce niveau de la compétition. C'est les 12 meilleurs pays africains qui vont se rencontrer. Donc peut-être par rapport à 2015, on peut dire que c'est un tirage beaucoup plus clément. Au niveau de la fédération, comment vous comptez vous y prendre pour mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions de préparation? Oui, moi, au moment où j'étais à Bamako, ce même jour, le samedi, le directeur technique a rencontré l'entraîneur national Moustapha Gueye pour faire avec lui une nouvelle fiche technique. Parce qu'on avait fait une fiche technique pour les filles, mais c'était dans l'optique où l'afro-basket féminin devait se dérouler au mois de septembre. Mais compte tenu de la nouvelle donne, il y a une fiche technique qui a été faite samedi en mon absence. Donc moi, c'est lundi qu'on va me soumettre le document là. Et aussitôt après, on va faire les dernières retouches maintenant pour le transmettre au ministère des Sports. Nous avons en fait envie de mettre l'équipe dans des conditions de performance. Nous avons envie également de mettre l'équipe dans une bonne condition de préparation avant même la participation. Et ce qui est sûr et certain, l'ambition de la fédération et du ministère des Sports, c'est de mettre l'équipe dans de bonnes conditions de performance. Le football maintenant avec la reprogrammation du match Casasport GFC. Jamil Faye, c'est le président de Guédiawaye Football Club, demande aux responsables de la Ligue de vider le contentieux. Il était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Jamil Faye demande aux responsables de la Ligue de trouver une solution puisque cela n'a que trop duré et que cela peut fausser également les calculs à la fin de la saison. Cette rencontre qui a été une fois de plus programmée à Kaolack en tout début de semaine pour le président de Guédiawaye Football Club. La Ligue doit prendre ses responsabilités et donner les 3 points de la victoire soit à GFC ou au Casasport pour qu'on puisse avancer. Jamil Faye que nous écoutons. Nous avons toujours été clairs. On a toujours dit que quand la Ligue nous convoque, on défère à la convocation. Ils nous ont convoqué la dernière fois à Ziguinchor, on est allé, on n'a pas joué. Ils nous ont convoqué à nouveau à Kaolack. Bon, on va se réunir ce soir pour prendre une décision finale. Mais si on reste dans notre principe de base, nous devons y aller. Nous devons y aller, même si on n'est pas content sur la démarche, parce que, comme l'a dit le CASA depuis le début, la Ligue doit prendre ses responsabilités, donner les 3 points soit au CASA, soit au Guédiawaye Football Club, et puis voilà, la partie qui n'est pas contente fait un recours. Le championnat, vous y croyez toujours ? Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Hein. Ça va être très très difficile. J'ai dit à Ablaye Sarr vendredi lors du lancement de la solution qu'ils nous ont surpris parce que très honnêtement, nous avons travaillé sur
sur le nombre de points du champion sur les 5 dernières saisons et on a fixé un objectif aux joueurs qui n'est pas atteint mais qui est pas loin. Et ce qui veut dire s'il n'y a pas ces statistiques de génération foot qui sortent de nulle part, on serait premier. Mais c'est ça le football. Je pense que c'est une équipe qui est très bien structurée, qui mérite d'être champion, mais nous on se battra jusqu'au bout. Les responsables de la Ligue régionale de Ziguinchor de football demandent aux autorités de cette partie du Sénégal de s'impliquer davantage dans le développement de cette discipline. Les dirigeants de la Ligue estiment qu'avec beaucoup plus de moyens, on pourrait former et encadrer de futurs champions pour donc gagner des titres pour les équipes de Ziguinchor. Daouda Badji est le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor avec la Minba. Ziguinchor d'abord, c'est une région où l'on joue énormément au football. Si vous prenez le tissu national, dans l'écrasante majorité des clubs, vous avez des joueurs issus de cette région-là. Et ce n'est pas forcément l'inverse. Donc on a de la ressource entre Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. La bande sud là, en tout cas, on a plein de ressources. On est une région de footballeurs, donc ce n'est pas une surprise que ça bouge partout dans la région. Aujourd'hui, nous devrions normalement avoir 39 équipes qui compétissent. Mais il y a des équipes pour des difficultés liées justement à la prise en charge de ce football-là, ne compétissent pratiquement plus. Donc ceux qui sont restés avec beaucoup de courage permettent à ces gamins-là de pouvoir s'épanouir. Donc aujourd'hui, on joue dans tout l'espace régional. Maintenant, ce qu'il faut parfaire, c'est l'organisation pour qu'on puisse davantage permettre aux enfants-là de jouer. Les autorités locales aussi doivent pouvoir aider les associations qui sont à l'intérieur pour qu'elles puissent prendre en charge l'épanouissement de ces gamins-là. Donc, on a encore beaucoup de chantiers en matière de détection pour permettre aux enfants de cette région-là de pouvoir prendre leur place dans l'échiquier national. Ziguinchor, déjà inquiet pour l'encadrement et la protection de la petite catégorie. Malal Junior Diagne, merci. RFR, la presse du jour. La presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour passée en revue par Ousmane Gueye. Bonjour à tous. Et si les jours de Manko Watu Sénégal étaient comptés, la coalition vit un profond malaise au sujet du choix de la tête de liste et tous les journaux ou presque en parlent ce matin. L'observateur qui fait le récit du clash explique le problème à sa une avec le PDS Decroix et Teki qui font un bloc à part, Pape Diop et Bamba Dièye toujours indécis, Idi et Gakou qui se rangent derrière Khalifa ou encore Fada et Djamil qui ont décidé de faire cavalier seul. Vox Populi révèle que les désaccords sont tels que les libéraux et leurs amis ont boudé la rencontre d'hier. Mais pourquoi donc tant de tensions? Il y a des enjeux et pas des moindres. Nos confrères invoquent des calculs d'épiciers concernant le contrôle de l'Assemblée nationale et la prochaine présidentielle. Toutefois, il y a une chance de sauver Manko, indique de son côté Sud Quotidien qui annonce que la conférence des leaders va se réunir ce lundi. Et pendant ce temps, la vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar tire sur les opposants. Pour Adji Mbergane Kanouté, Manko est un rassemblement de frustrés. Dans l'interview que la présidente de l'Union pour le développement du Sénégal authentique, UDSA, a accordé à Le Quotidien, Adji Mbergane Kanouté souligne aussi que les opposants au régime n'ont jamais eu de programme pour les Sénégalais, si ce n'est le programme habituel de libérer Karim Wade ou libérer Khalifa Sall. On reste avec le journal qui revient sur l'explosion à l'usine Coplit Afrique de Mbour. 2 morts et 17 blessés au dernier bilan. Nos confrères donnent la parole au responsable Hassan Tisgaret qui explique les circonstances du drame survenu au lendemain d'une manif de population qui avait menacé d'exploser l'usine. L'Obs qui évoque aussi la catastrophe informe que la direction chargée de la transformation des produits halieutiques avait pourtant sommé les responsables d'arrêter la production, une mesure qui n'a jamais été respectée d'après le ministre de la Pêche Oumar Gueye en déplacement sur les lieux. Diamniadio, une bombe à retardement. Le titre occupe la une de la Tribune. Le quotidien accuse l'autoroute à péage, le centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, l'Institut du pétrole et du gaz. Le dossier à la page 3 consacré à la question fait un large focus sur le village traditionnel lébou Denis Malik Gueye qui craint à terme de disparaître du fait, je cite, d'une pression foncière sans précédent sur les terres des populations. L'Institut du pétrole et du gaz, Le Soleil aborde aussi le sujet dans sa livraison du jour et c'est pour dire que les maquettes et autres études architecturales ont été finalisées. À la clé, le
le Sénégal, écrit l'Astre de Anne, devrait bientôt disposer d'un plan directeur de développement pétrolier et gazier. Ndella Madior Diouf, recherché par la gendarmerie. C'est la Tribune qui donne l'information. Les gendarmes de la DSCOS, la direction de la surveillance et du contrôle des sols, seraient à ses trousses après plusieurs convocations en lien avec les travaux de construction dans les locaux qui abritent sa radio et son restaurant à Saly. Le sport avec la qualification des Lions U20 au 8e de finale du mondial. Stade en parle, le quotidien sportif note que le choc avec l'Équateur qui s'est conclu par un nul a été d'une grande intensité physique. En dépit du nul vierge, le Sénégal passe et hérite du Mexique. Sunu Lamb, de son côté, met à sa une ses chocs annoncés pour juillet. Modlo, Lac 2, Papa Sow, Ama au front, 12 titres, juillet, de vérité dans l'arène. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la situation à Manko Taha au Sénégal. Vous avez la parole. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons deux professeurs en ligne. Professeur Maurice John, bonjour. Bonjour Antoine. Docteur en sciences politiques et chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Ibou Sané, vous êtes également en ligne. Bonjour. Bonjour Antoine. Professeur de sociologie politique. Alors, professeur Maurice John, comment jugez-vous ce qui est en train de se passer à Manko Taha au Sénégal? Querelle autour d'un choix d'une tête de liste? Oui, je pense que c'est des querelles qui sont normales dans le cadre d'une négociation. Mais comme vous le savez, la négociation n'est rien d'autre qu'un processus de formalisation juste et judicieuse des rapports de force politique. Or, il me semble que le PDS est le premier parti de l'opposition du point de vue de la représentativité électorale comme du point de vue de la représentativité parlementaire. Donc, il me semble normal que la tête de liste de Manko Taha au Sénégal puisse revenir au PDS. Deuxième élément, c'est qu'il y a également beaucoup de leaders présidentiables dans Manko qui ont déjà eu à se présenter à plusieurs élections présidentielles. Donc, il y aurait une rupture d'égalité si l'on choisit l'un d'entre eux au détriment des autres pour diriger la liste nationale. Or, comme vous le savez, Khalifa Sall a également des ambitions présidentielles comme les autres. Très bien. Vous gardez la ligne, professeur. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, professeur Ibou Sané, quel est votre point de vue sur cette situation? Moi, je ne suis pas surpris par ce qui vient d'arriver à Manko, Sénégal. D'autant plus que je l'avais dit dans des journaux de la place, dans les radios de la place, qu'il fallait laisser venir et voir la chose. Et l'histoire m'a donné raison. D'autant plus que je me demandais même comment un grand parti comme le Parti démocratique sénégalais, qui est même un parti qui a 43 ans d'existence, peut-il se prévaloir le droit de tout laisser tomber pour encourager un mouvement politique qui vient à peine de naître, qui puisse le coiffer au poteau. Cela veut dire concrètement que la mère des batailles n'est pas la tête de liste pour 2017, mais la mère des batailles, c'est la posture de la station qu'on doit occuper justement pour mieux préparer 2019. Or, de ce point de vue, je ne vois pas comment le Parti démocratique sénégalais va laisser quelqu'un d'autre le coiffer au poteau. Et voilà ce qui montre bien effectivement que j'ai toujours dit que les hommes politiques sénégalais étaient versatiles. Et l'histoire montre effectivement qu'aucun d'entre eux ne veut laisser la distance ou la place à quelqu'un d'autre pour lui permettre effectivement de créer un leadership qui puisse lui permettre de contrer en 2019 le président Macky Sall. Très bien. Oui, allez-y. Oui, terminez. Non. Et puis, deuxième problème aussi, c'est important, c'est la guerre des loups. Il y a beaucoup de loups à l'intérieur du système. Comment tous ces loups-là peuvent se permettre, entre guillemets, des loups entre guillemets, comment tous ces loups-là, entre guillemets, peuvent laisser un champ libre à un autre. Cela est d'autant plus inquiétant que même quand vous regardez bien la posture de Idrissa Seck, c'est quelqu'un aussi qui est présidentiable. Et donc il y a beaucoup de présidentiables à l'intérieur de ce même camp. Et
la bataille va être une bataille très rude. Sauf que Idrissa Seck n'est pas intéressé par la tête de liste, entre autres. Hein, il l'a même dit clairement. Oui, lui n'a jamais été intéressé par ces problèmes-là. Oui, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est toujours la présidentielle qui l'intéresse. Très bien. On vous retrouve dans quelques instants. Professeur Maurice Sodic, John, quels peuvent être les risques politiques ou les conséquences politiques d'une, disons, implosion de cette coalition de l'opposition que certains donnaient beaucoup de chance aux législatives? Oui, je pense qu'il est plus raisonnable, plus judicieux de mon point de vue d'avoir une tête de liste qui coordonne et fédère la coalition et qui donc n'ambitionne pas de se présenter à la présidentielle de 2019. Parce qu'en réalité, si on n'arrivait pas à trouver un tel consensus, il y aurait eu des conséquences dommageables pour l'opposition, pour Manko, pour une bonne partie de Manko, mais surtout pour le mouvement de Khalifa Sall, puisque ce mouvement-là n'a pu faire ses preuves qu'au niveau de Dakar. Or, il s'agit ici d'une élection législative, une élection qui se passe au niveau national. Oui. Donc, je pense qu'il gagnerait mieux à rester dans la coalition afin de faire le plein de voix au niveau de Dakar et de renforcer la coalition dans tous les autres départements. Et vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de sauver les meubles au vu des positions peut-être qu'on peut qualifier d'irréductibles? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut que la raison revienne, d'autant plus que sur le plan sémiologique, sur le plan communicationnel, mettre Khalifa Sall tête de liste, me semble, risque de fausser le sens de l'élection, parce qu'on joue sur la victimisation, et donc on risque subrepticement de détourner l'élection de son sens véritable, c'est-à-dire le choix des représentants du peuple. Et de ce point de vue-là, ça peut être une erreur stratégique qui pourrait être fatale à l'opposition dans le sens d'engranger le maximum de voix possible. Oui, mais Oumar Sarr, quand même, c'est quelqu'un qui est contesté aussi au sein de son parti. Le mettre tête de liste de la coalition Manko, ce n'est pas quelque part préjudiciable, ou est-ce que ça ne peut pas être préjudiciable à cette coalition de l'opposition? Oui, en réalité, la tête de liste n'a qu'une fonction symbolique. C'est quelqu'un qui coordonne, c'est quelqu'un qui organise, c'est tout. Et je pense que c'est une meilleure façon de faire cohabiter au sein de cette même liste autant de personnes pures, autant de personnalités politiques d'envergure qui ambitionnent de diriger le Sénégal et qui ne se sentiraient pas frustrés que l'on choisisse une personne parmi elles qui également a les mêmes ambitions et qui pourrait donc prendre des longueurs d'avance sur ses concurrents. Merci professeur Maurice Sodic. John, docteur en droit, docteur en sciences politiques, chercheur à l'UGB. Professeur Ibou Sané, sur les conséquences d'une implosion de Manko. Bon, il ne faut pas le souhaiter, mais ce qu'on voit sur le terrain montre effectivement va vers une implosion. Or, on a besoin de partis politiques forts, on a besoin d'une opposition forte qui puisse embrigader tout le monde dans ce mouvement. D'une assemblée nationale forte, oui. Forte, surtout forte, mais contrer aussi le parti au pouvoir. Or, ici, avec l'émettement qu'on a vu à travers les journaux ce matin, l'émettement que j'ai dit, les blocs sont construits, les sous-blocs un peu partout, ça donne encore plus de chance au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir qui applaudit certainement. Oui, qui applaudit parce que il y a quelques jours, on témoignait sur la cohabitation. Maintenant, tout cela est en train de s'effrioler progressivement et montre bien que le parti au pouvoir continue encore à damer des pions. Faut-il espérer que Manko se retrouve? Je pense qu'ils peuvent se retrouver, parce que quand vous regardez bien la configuration de Manko au Sénégal, vous avez l'impression qu'on a mis de côté les idéologies, on a mis de côté les valeurs, on a mis de côté les projets sociaux, les projets économiques, qui ne coïncident pas forcément avec les mêmes projections, les mêmes visions des uns et des autres. Bon, dans le seul but de faire tomber le régime en place, et puis de provoquer une cohabitation, comme ils le disent, entre deux mains. Mais maintenant, on se rend compte effectivement que le projet ne peut pas être satisfait tout de suite. Et que donc, il y a du travail à faire en profondeur. Et ce travail-là, ce n'est pas à partir de Dakar qu'il faut faire ce travail-là. Donc, deuxième élément d'enseignement qu'on peut tirer aussi, c'est le positionnement du PDS. Je ne vois pas comment le PDS peut laisser la place à cette politique. D'autant plus que le PDS crie sur tous les toits qu'il est le premier parti d'opposition au Sénégal. Et qu'il a une longue tradition historique. Et je ne vois pas comment ce PDS va se diluer et laisser la place à des mouvements spontanés
qui viennent comme ça, dont la configuration est limitée uniquement à Dakar, et qui viennent ravir la vedette au PDS. Une position légitime du Parti démocratique sénégalais, donc. Bien sûr, c'est très grave pour le PDS. Ça peut même provoquer de l'implosion au niveau du PDS. Très bien. Parce que personne ne comprendrait, c'est aussi une nouvelle, sauf que qu'on dise un peu partout que le vérité, c'est uniquement de faire partie du président Macky Sall. Si tel n'est pas le cas, bon, ils ont du travail à faire. Merci en tout cas, professeur Ibou Sané, professeur de sociologie politique. C'est fini pour Point de vue. Quelques infos météo avant de vous quitter. Le ciel restera nuageux sur une bonne partie du territoire, notamment sur la façade ouest, avec des possibilités de pluie au courant de la nuit et de la matinée du lundi sur le sud-ouest, comme Ziguinchor, Kolda, Cap Skirring, le sud-est comme Kédougou, et probablement sur le centre-ouest comme Dakar. Les températures journalières seront légèrement en baisse en raison de la forte couverture nuageuse. Toutefois, la chaleur sera ressentie sur le pays, notamment sur les localités nord et nord-est où les maxi diurnes vont tourner autour de 40 degrés. Voici maintenant le rappel des titres. Antoine Diouf. Manko Tahaou Sénégal se fut sur la coalition de l'opposition implosée par une querelle autour d'une tête de liste qui, de Khalifa Sall ou de Oumar Sarr, a le meilleur profil. RFM a posé le débat. Veille d'élection de représentativité syndicale, Modi Guiro réplique après les attaques que la CNTS a subies relatives à la répartition de la subvention aux centrales syndicales. Le secrétaire général de la CNTS s'explique aussi sur la destination de l'argent reçu de l'État. Le lycée Seydi Ababakar Sy de Tivaouane porte le deuil après la mort de 2 de ses pensionnaires dans cet établissement où le drapeau est en berne. C'est toujours l'émoi et puis c'est l'affluence pour les inscriptions en vue du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Plus de 3000 personnes sont déjà consultées depuis le début des opérations. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Djidi Diop. Réalisation Mohamedou Mohamed Ndiaye et El Hadj Ndiogou Diène. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, je vous propose d'écouter en rediffusion d'Algat Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. dinaa defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal lii rek déggal lii rek déggal lii rek déggal lii rek déggal lii rek